Au cœur d'un quartier sans vie, guindé, sa naissance dans un milieu bourgeois ne lui apprit pas le bonheur en apéritif. Un père démissionnaire, directeur d'une imprimerie, une mère au foyer, austère, rigide, le petit Crevel apprend le piano, va au catéchisme, enfance sans joie dans une petite cellule familiale étriquée. Oh, certes, le petit René ne manquera de rien, sauf d'amour, de tendresse. Il subira très vite les ravages de l'ennui dans les milieux les plus réactionnaires. Il traversera comme un somnambule des études sans relief au lycée Janson de Sailly, rue de la Pompe, une pompe funèbre. Il fonde sa première revue lors de son service militaire. Il rencontre Gide Cocteau-Breton, qui très vite l'adoube comme un fils spirituel. Tristan Tzara lui fait aussi les yeux doux. Mais Crevel hésite entre les deux mouvements. Surréalisme, dadaïsme, c'est le choix du prince. Dada, plus permissif, aurait plutôt rallié les faveurs du jeune homme, mais la personnalité de Breton le fascine. On le met en garde pourtant. Tu sais, il n'aime pas trop les homosexuels et les histoires de pissotières. Crevel ne veut pas voir les œillères du pape de l'avant-garde. Plus on va vers l'art, plus on tourne le dos à la famille. C'est exactement ce qu'il lui fallait. La lecture des poètes, la fréquentation des artistes sauvèrent un temps le jeune homme du souvenir de la scène terrible dont il fut le témoin à 14 ans. Jugé plus tôt. Un beau matin, sa mère traîne l'enfant devant le cadavre de son père encore pendu à une poutre de son atelier. 2 pieds qui gigotent à hauteur du front. Horrible grimace. Elle en profite en hurlant tout en le maintenant devant cette situation insoutenable pour lui servir de leçon de morale sur la lâcheté de l'acte suicidaire. Un traumatisme qui le poursuivit toute sa vie. Une blessure dont on ne se remet jamais. Crevel en conçut une haine viscérale vis-à-vis de sa mère, une bourgeoise rigide, une bourgeoise de tête, comme on disait jadis, brune et sans grâce, extrêmement rigide, qui refuse toute joie, tout plaisir. Elle vit dans un milieu mesquin. Crevel manque d'air avec cette mère. À défaut de la tuer dans la vie, il commença à la trucider dans un premier roman, Détour. Ma mère était de celles qui gardent la tradition des housses sur les fauteuils. Reine de l'ennui, elle méprise les jolies femmes, les hommes gais, déteste les bijoux, les oiseaux de paradis, les dentelles. Oh, elle m'aimait beaucoup, certes, voulut faire de moi un homme rangé, rangé comme une armoire à glace. Elle m'apprit l'arithmétique, les principes de la civilité puérile et honnête, le catéchisme 2 fois, 2 qui font 4. On ne met pas ses coudes sur la table. Dieu est un pur esprit créateur du ciel et de la terre. On embrasse sa maman le soir avant de se coucher. Même la tendresse ici était réglementée. Crevel en conçut une haine viscérale vis-à-vis de la famille, qui participa certainement à ses rapports difficiles avec les femmes et d'une certaine misogynie à l'encontre de ceux qui portent jupons. Elle ne cessera de lui seriner toute sa vie. Mon petit, lorsqu'on n'est pas le premier de sa classe, on se cache. Il entreprend un travail universitaire sur Diderot, lors d'études à la Sorbonne. En 1923, il entre comme secrétaire de rédaction au Nouvelle Littéraire, où il reste jusqu'en juillet 1925. Alors, les Nouvelles, rappelons que cet hebdomadaire culturel avait été créé l'année précédente par Roger Martin Dugard, et curieuse coïncidence, la fille de ce même Martin Dugard, Christiane, fut la dernière compagne de l'écrivain Henri Calais, mort à Vence, sur les Bahots, le 14 juillet 1956, d'un cœur intermittent, dirons-nous. Voilà, il avait un cœur
intermittent du spectacle. Vence, que fréquenta René Crevel à plusieurs reprises pour soigner ses poumons défaillants, mais nous y reviendrons plus en détail, Vence était déjà au cœur de la vie artistique du XXe siècle, pour ses vertus thérapeutiques, son air égal, son climat privilégié. Dans cet emploi de secrétaire de rédaction, Crevel se montre chaleureux, passionné, virevoltant. Il s'engage pleinement dans toutes les avant-gardes. Il crée encore des revues, toujours des revues, signe des pétitions, devient proche de Limbourg, de Vitrac, de Louis Aragon, de Robert Desnos. Pourtant, peu enclin à l'outrance. D'ailleurs, tous les deux étaient en rivalité, ils étaient tous les deux médiums des soirées d'hypnose du groupe surréaliste et bon, Desnos le traita de petit con de salonnard et le gifla. Bon, leurs rapports se sont ensuite légèrement espacés. Écrivain exigeant le jour, partenaire occasionnel lors de bacchanales improvisées le soir, la vie nocturne débridée de Crevel détonne. Elle agace particulièrement le pape breton. Bisexuel, giton convoité, il affiche aussi bien une liaison avec la très troublante Nancy Cunard, passionnariat de l'époque, aussi bien qu'avec l'artiste plasticien Eugène McCone. L'amour, il le pratique de ci, de là, selon les saisons et son état de santé, avec le seul souci que nul n'empiète sur sa solitude originelle. Il se noie dans l'alcool, les drogues dures, ses nuits se blanchissent dans les bras d'inconnus, sa santé vacille. En 1925, la tuberculose se déclare. Ce mal le menaçait depuis l'enfance. Il devra dorénavant sacrifier plusieurs mois par an à des stations prolongées en sanatorium. Il séjourne à Davos, à l'Aisin, à Marseille, au Valais-aux-Loups. À la Vallée-aux-Loups, à Morzine, à Lugano, il vient à Vence de 1927 à 1932. L'hôtel Mirabeau, encore champêtre, le parc de la Conque l'accueille. Il est en résidence au parc de la Conque et il va en ambulatoire pour recevoir des soins à la maison des mineurs et puis à Dastra, que vous connaissez sur la route de Saint-Paul, qui deviendra ensuite les cadrans solaires. Ici, dit-il, je marine dans le travail d'écriture et la vertu. La population locale de Vence est sympathique, jolie, note-t-il, mais je n'y touche pas. Faute de tentation, il reste dans les clous. Vence est une ville de collines. Il y pleut souvent. Ça me détend. La proximité de la mer ne peut pas me faire de mal. Il noircit des pages, jour et nuit. Les mots le portent. Il entreprend le manuscrit de Mon corps et moi. Un air vivifiant le requinque par bouffées. Sinon, l'ennui règne sans partage, à peine entrecoupé par quelques correspondances avec Marcel Jondeau. Nous verrons cela un peu plus loin. Et quelques balades dans les baous. Vence fut à chaque fois un bivouac reposant, roboratif. Ici, on ne se sent pas au bord du monde. Et puis surtout, à Vence, il n'y a pas de Suisse. Il s'essaye la peinture, lit Barès, Fantomas, prend la défense de Charlie Chaplin, une occasion encore de pourfendre l'ordre bourgeois. Il ne lui reste que 3 ans à vivre. La vie en Sana. Mon Dieu, quel calvaire. La vie en Sana. On est loin de la montagne magique de Thomas Mann. Tout grâce. Longues heures de prostration sous des plaids écossais, sur des longues chaises longues, orientées vers des soleils hypothétiques. Mouchoirs maculés de crachats sanguinolents, patients comme des spectres, déambulant dans de sinistres corridors ripollinés. Ici, tout est blanc, blanc,
Les murs, les blouses, les nuits, l'avenir, neurasthénie à tous les étages, angoisse des radiographies, des analyses à venir, étau sur la poitrine, insipide nourriture, sentiment d'être dans l'antichambre de la mort. D'ailleurs, par la fenêtre, chacun observe en douce l'évacuation des Maccabées pendant la nuit. Crevel subit un premier pneumothorax. On lui scie plusieurs côtes. Pour Crevel, hélas, la découverte de la streptomycine viendra trop tard. Le grand fauve des nuits parisiennes n'est maintenant plus que l'ombre de lui-même. Aurait-il fait un beau vieillard? Nul ne le saura jamais. Et pourtant les médecins font des miracles. Les rémissions se prolongent, les thérapies se bonifient, les blouses blanches récupèrent une épave et après quelques jours de soins intensifs, c'est un être retapé avec un souffle retrouvé qui est rendu à la vie civile. Pour mieux retomber un peu plus loin dans la frénésie impitoyable, programmée, orchestrée de l'autodestruction. Opium, cocaïne, sexualité débridée, j'arrive en lisière de la morgue et je ressors frais comme un bébé cadom. Crevel ne cesse de se battre en brèche, de retourner sa plume contre lui, de se tourner en dérision. Il est son pire adversaire, son ennemi de l'intérieur. Les titres de ses livres sont éloquents. Mon corps et moi. Êtes-vous fou? La mort difficile, les pieds dans le plat. Il ne cesse de souffrir le martyre dans sa chair, dans ses sentiments. La maladie gagne du terrain chaque jour. Ce qui dans mon corps demeurait apte au bonheur se fane inéluctablement, note-t-il. Au vrai, il aura tracé toute sa courte existence qu'une longue phrase, un monologue fiévreux, désemparé, somnambule, insurrectionnel. Il était né révolté comme d'autres naissent les yeux bleus, disait de lui Philippe Soupeau. Crevel tentera jusqu'au bout d'unir l'avant-garde, la mondanité sociale, l'amour fou, l'engagement politique, fallacieuse utopie. Cet incessant va-et-vient entre la vie et la mort est déjà contenu dans son patronyme et son prénom. Crevel, Crevel, malicieux jeu d'homophonie, Crevel. Personne n'a souvent été aussi crevé que lui, crevard aux yeux de ses contempteurs, mais personne n'a autant renié à la vie que lui, renoir, crevé, réel Crevel. Le séducteur, le bel éphèbe, l'Adonis des raouts parisiens s'évanouit sur la page. Là, sur la page, il se comporte en forcené. L'archange enjôleur devient ange noir exterminateur. Plus que jamais, il porte en lui la haine de ses origines, de sa famille, de sa mère. Sous les auspices de Rimbaud, de Lautréamont, à la limite de la transe, il ferraille. Il éructe, il allume d'incessants incendies, à la fois au centre et en marge. Crevel a toujours cultivé l'hybride, l'impur, le mélange des genres. Dans un flux de textes désordonnés, confessions, diatribes, pamphlets, avec le lyrisme le plus saltimbanque. Il est communiste, mais bourgeois et ami d'aristocrates. Il ricane. Seul le langage peut raccommoder ses déchirures intimes. Chimère, l'encre est un ouragan, un typhon, un cyclone. Les plaies, quelle violence hirsute balayent ses écrits. Le voilà pédéraste, onaniste, fétichiste, marxiste, exhibitionniste, sodomite. Il cumule, il jubile, il assume. Il jette les mots comme on se défenestre. La phrase est hargneuse. Le ton imprécatoire, direct, dépressif. Pas d'écran littéraire entre la vie et l'œuvre de René Crevel. Il vit, il saigne, il est son texte. Un souffle sauvage rudoie les chapitres, assez de simagrées, plus de fausses monnaies, des tranches de vie accrues. Incapable d'écrire un roman, un vrai roman tel qu'on l'appelle, traditionnel. Sa douloureuse personne fait des intrusions intempestives, parasitaires, dérangeantes dans le texte, tout en montrant une désinvolture constante vis-à-vis des structures classiques de la narration.
On colle sur ces opus la mention Soti, libelle, miscellanée, comme la bande rouge des médicaments dangereux qu'on tient à l'écart des enfants. Crevel ne rentre pas dans un bocal prédéterminé. De partout il échappe, dans une permanente dénonciation du mensonge littéraire. Digression barbare, plaisanterie de corps de garde saupoudrent ses textes. Cette vulgarité feinte témoigne du mépris le plus profond pour tous les langages conventionnels. Poète sans vers, romancier sans roman, René Crevel est, avec Antonin Artaud, l'auteur surréaliste dont la vie, sous perfusion, authentifie le mieux l'œuvre. Crevel est une sorte d'homme sandwich de sa création. Dans les cénacles les plus huppés, comme dans les rades interlopes, son visage fascine. Le visage de Crevel, qui accuse toutes les contradictions, front buté, maxillaire en étau, regard en perdition, lèvres ourlées, bouche sensuelle, prête à l'injure comme au baiser, beauté dérangeante entre le bellâtre du film permissif, l'effet échappé d'un dialogue de Platon, la petite frappe qui vous rançonne sans sommation dans une ruelle sombre, ou le travailleur sage du modèle socialiste. Sur le tableau de groupe de Max Ernst, au rendez-vous des amis, où il est assis de profil devant un piano invisible, bon, comme si l'accord entre soi et soi était à jamais inatteignable. Il est le météore de l'entre-deux-guerres, un dandy de la Révolution, improbable, avec son visage séraphique, le cœur en vrac, l'archange du désastre emporte partout son mal-être en bandoulière, dans la solitude des sanatoriums comme dans la vaine agitation des salons mondains. Nulle part il n'est dupe, il traverse son existence comme un animal de luxe, dans une nuit couleur d'iris noir. Tel un comédien consciencieux, il passe son temps à répéter son trépas. Trêve de manigance, les lauriers sont coupés. L'amour terrestre n'est pas fait pour moi, mon corps est chien. Je suis à moitié pourri, note-t-il. La décomposition du monde qui l'entoure ne cesse de le dépecter. Il adhère de profil au marxisme, même s'il n'est pas convaincu par le dogme. Ses soleils sont devenus des becs de gaz. Né séduisant, il a honte aujourd'hui de son anatomie calamiteuse. Ses rapports amoureux vont de déception en déception. La masturbation, fidèle dextre, elle, lui offre ses dernières maîtresses sur mesure. Sa créativité bat de l'aile, qu'importe, il ira jusqu'au bout du bout de son labyrinthe intérieur en forme de Golgotha. Chaque nouveau livre est un accouchement difficile, mais Crevel est caméléon. D'un jour l'autre, l'humeur de l'auteur peut être maussade, frivole, insurgée, badine, cynique, toujours farouchement citadine et insurgée. Il y a, chez lui comme chez Blaise Cendrars, dans son encre, un peu de cette moelle néon des banlieues modernes. Ses idées ne supportent pas l'ordre, il adopte de plus en plus un langage puzzle, allusif, qui désoriente le lecteur. La prose de Crevel est volontiers en archipel. Une lanterne noire ne cesse d'éclairer ses écrits. La mosaïque des simulacres ne tient pas bien longtemps devant sa plume. Le choc de la vision de son père pendu ne cesse de le hanter. Elle ne s'effacera jamais. Les souvenirs sont d'étranges terrassiers. Mère honnie, mère abhorrée, ce passé qui ne passe pas.
toutes ces présences maléfiques qui se sont penchées sur son landau. Dans les beaux quartiers, ces couples stupides qui dorment sans se toucher dans des petits lits chromés. Son enfance ne fut qu'un ténébreux orage. Chapeau melon, col dur, soquette blanche, cravate régate, complet veston de coupe anglaise, canne en bois d'amourette, on le harnachait comme un guignol pour la promenade dominicale dans les allées cavalières du bois de Boulogne. Quelle horreur! Assez de grimaces, de contrefaçons, de rondes opportunistes. Famille, je vous hais. Brisons les boussoles, jetons-nous dans le vide, semble-t-il nous inviter plus que jamais. Il a un besoin vital d'oxygène, interlope, de balles nègres, d'étreintes acides, avec des apprentis macros dans les latrines du préfet Buteau, de sang païen, de dérèglements de tous les sens. Il veut ressusciter le vent des grandes plaines, loin des petites brises saisonnières de nos climats tempérés, réenchanter le quotidien par une rébellion constante. Ah, si j'avais été un petit animal, dit-il. J'aurais été fort réussi, mais petit homme que je suis. Quelle calamité! Certains ont cru voir en lui une image prémonitoire de mai 68. C'est vrai qu'il convient d'ouvrir au hasard n'importe lequel de ces livres inclassables pour respirer le grand air de la liberté. La liberté, un formidable bric-à-brac d'utopie échevelée, débité avec le bagout du camelot. Autant de variations pétaradantes sur le mentir vrai, loin de ces fringales terrestres, sa soif d'absolu reste impossible à rassasier. Il sera son propre savon. Idole fragile, trop tôt calcinée, les faibles cajoleurs fait le beau, une dernière fois devant des duchesses emperlousées, avant de frayer avec des baltringues dépoitraillées à gueule de Christ. De son cœur, il fait des lanières. Le temps qui reste souffle sous ses pieds comme un tombeau béant. Sans cesse, il revisite les ratures de sa vie, comme émigré de lui-même. Toujours cette façon de marcher sur le bord de la corniche. Oh, il ne va pas bien, certes, mais il faut qu'il y aille, coûte que coûte. Sans cesse, il revisite les ratures de sa vie. Très tôt, sa famille rétrograde lui a ôté toute envie d'avoir envie. La chrysalide ne deviendra jamais papillon. Il fulmine, il écrit. Qui aura un jour le courage de faire sauter à la dynamite ces honorables caveaux de famille bourgeoise où se cache le conformisme, le mensonge, la bêtise naphtalinée, la haine de soi sous cachemire et l'avarice des sentiments. Avec cette bombe à retardement chevillée au cœur et au corps, l'écrivain aura traversé avec une grande liberté d'allure les milieux socialement les plus hétéroclites, allant des courtisans ventrus aux passionnariats stridents, des marlous sortis de Fresnes, aux rupins en escarpins, Desnos, Crevel, Breton, tous naviguent à la godille. Il ricane. J'ai toujours eu un peu honte de ce qui me restait d'oripeau en guise d'étendard. Si Crevel prend constamment la fuite devant son lecteur, maquille les pistes, c'est uniquement dans le but de s'offrir un moment de répit, un bivouac, pour souffler. Il est si fragile. Toujours cette garce de santé qui me joue des tours, note-t-il. Il sait depuis ses premières culottes courtes qu'il ne fera pas de vieux os. Inutile de verser des larmes de crocodile. Ses mains sont devenues des fleurs fanées. Sans sève, sans couleur, en permanence, un incendie est allumé dans ses membres. Il souffre. Un étau limeur lui broie la poitrine. De la chaux vive lui traverse l'échine. Son sexe est devenu punching ball. Les femmes sont des poils à-dessus de marbre, griffonne-t-il au comble de l'errance. René, mal à ma vie, René, vague à l'âme. Le voleur de beauté s'étiole. Il ne comprend plus rien à son désir. Pourquoi sans cesse le poids de son corps le tire-t-il vers l'abîme? Pourquoi toujours cet élan vers le pire? Lesté des semelles de plomb du scaphandrier, sa vie de bâton de chaise le laisse exsangue. Comme le dormeur du Val de Rimbaud, il a 2, 3, 10 coups, 10 trous au côté droit. Il excelle dans l'invective, s'insulte à dominem.
Le poète étincelant parasite sacré aux ailes de nacre est devenu un cloporte bouffi qui se survit à lui-même dans la pratique effrénée de tous les expédients. Ses jambes sont des poulpes inertes. Les bacilles colonisent son échine. Il ne reconnaît plus dans ce sac de peau étranger. Il se débat, il s'accroche. Il se souvient de ce mot de Marcel Duchamp. Ce sont toujours les autres qui meurent. Les autres, pas si sûrs, vraiment. L'avenir lui apparaît comme une dent carriée. Toujours cette maudite sève qui lui vitrifie le cerveau. L'humour noir devient le seul antidote à la gravité de son état. Fièrement, il assume ses contradictions de dandy militant. Oh, bien sûr, le champagne millésimé, les toasts de caviar ne font pas bon ménage avec la sueur des travailleurs, sourit-il entre deux accès de tourment, respiration courte. Pour exister, il faut exagérer. Maudite douleur, depuis sa petite enfance, il avait appris à la ressentir, à l'endurer par tous les pores de sa peau. Il la canalise, il la domestique. Parfois, il en fait son allié. La suffisance, la morgue, l'autoritarisme, la profonde homophobie du pape breton finiront par avoir sa peau. Nous y sommes. Son long chemin vers la désillusion âpera sa vertigineuse course à l'abîme. Certes, il a toujours cet entêtant goût de mal vivre chevillé au corps, mais là, il est vraiment au bout du rouleau. J'accepte le néant de ma destinée, note-t-il, lui qui aurait toujours souhaité réconcilier marxisme, surréalisme, la vieille histoire du parapluie et de la machine à coudre. C'est vraiment loupé. Après une ultime réunion de groupe houleuse, patibulaire, à la closerie des Lilas, il en sort meurtri, la tête en désordre, plus que jamais solitaire, glacé contre l'union radicale dans ses futures décisions. De plus, il vient d'apprendre que la tuberculose a gagné les reins. La maladie ne lui laissera donc aucun répit. Le pronostic vital est plus qu'engagé. L'issue ne peut être que fatale. Quand je pense au futur, je ne sais plus par quel bout je pourrais reprendre la vraie vie, note-t-il. Le feu follet exténué, sombre héros du mal-vivre, rentre seul, toujours seul, à son domicile du 25 rue Nicolo, dans l'ouest de Paris. Nous sommes le 17 juin 1935, un an avant les purges staliniennes et la guerre d'Espagne, la fin des illusions. Sitôt la porte refermée, il suit exactement les préceptes qu'il avait rédigés dans un livre « Détour » quelques années auparavant. Une tisane sur le fourneau à gaz, la fenêtre bien close, j'ouvre le robinet d'arrivée, j'oublie de mettre l'allumette. Crevel laisse une note sur un Bristol pour sa dernière maîtresse, une certaine comtesse argentine, Tota Cuevas de Vera, en guise de testament, un ultime souhait, prière de m'incinérer, dégoût. Avec 17 personnages représentés sur un fond montagneux, voire glaciaire. Max Ernst fait passer aussi un petit peu le sentiment qu'il a sur ces personnages. Benjamin Perret avec son monocle, Salvatore Dali. Max Ernst lui-même, assis de façon assez irrévérencieuse sur les genoux de Dostoïevski, qui est invité pour la circonstance. Il y a deux invités dans cette toile. Il y a Dostoïevski, ici, voilà,
Donc ça, c'est un petit peu la haine du roman psychologique qu'avaient les surréalistes. Et puis, autre invité qui se cache un petit peu, là, Raphaël. Donc ça, c'est la haine de la peinture religieuse. Le pape est là, avec des gestes de prédicateur, André Breton. Sur son épaule, Aragon, ce qui veut bien dire que, bon, Aragon est un peu dans une position un peu suiveur. Enfin bon, c'est la vision de Max Ernst. Desnos qui passe là, un petit peu en courant, un peu hors champ, comme s'il visitait un petit peu ce cénacle. Gala, qui est déjà un petit peu sur le départ. Gala a toujours été un peu sur le départ d'Éluard à Dali. Enfin. Ici, Chirico, une espèce de statuaire antique, statuaire romaine. Et là, bon, d'autres personnages, Maurice, Frankel, ici on peut trouver également Philippe Soupeau. Enfin, bon. Mais le personnage qui nous intéresse est ici, il est de profil, il est en lévitation quasiment, il joue sur un clavier invisible, qui semble être sans doute le fameux clavecin de Diderot, qui était la thématique de sa thèse, de son travail universitaire, et donc voilà, c'est vraiment une espèce de mécanique des rêves. Il est absent, il est complètement hors groupe. On ne connaît aucun dessin préparatoire à ce tableau. Je vais vous livrer maintenant 3 brefs moments de la prose de René Crevel. D'abord, la préface qu'il avait faite pour une exposition de Max Ernst en 1928 à la galerie Bernheim. Ensuite, quelques fragments de courrier qu'il a écrit à Vence, au domaine de la Conque, à l'attention de Marcel Jondeau particulièrement, où il décrit un petit peu son quotidien ici. Et pour terminer, un poème. Il a écrit très peu de poèmes dans sa vie, Crevel, et celui-là a vraiment un esprit d'enfance et une pugnacité assez rare. Alors, c'est pas la totalité, mais c'est le ton un petit peu de Crevel qui parle de son ami Max Ernst. Max Ernst, il l'ayant toujours aidé, protégé, mécéné à sa manière. Et évidemment, c'est une prose très, très surréaliste, c'est-à-dire assez chantournée, mais pleine de charme. Magicien des palpitations subtiles, Max Ernst a libéré un essaim de colombes dont nos doigts voudraient mais ne peuvent éprouver la chaleur, les craintes, les volontés. Car des os revêtus de chair ne sont plus loin dignes de se faire perchoir pour les oiseaux de l'esprit. Plus haut que le ciel, plus loin que le soleil, est une île couleur de mystère. C'est pourquoi le peintre devenu prophète a raison lorsqu'il nous dit qu'au-dessus des nuages marche la minuit. Au-dessus de la minuit plane l'oiseau invisible. Un peu plus haut que l'oiseau, les terres poussent les murs et les toits flottent. Alors, parce que Max Ernst nous convie à la miraculeuse ascension, nos paupières deviennent des ailes, nos regards volent, plus rapides que le vent. Le vent. Picasso, à sa gloire, de chaque pierre triste, a fait jaillir les arlequins et leurs sœurs cyclopéennes. Et tout un monde endormi, dans le secret des guitares, l'immortalité du bois en trompe-l'œil, les lettres d'un titre de journal. Encore à la gloire du vent, Chirico a construit ces villes immuables, et je suis sûr que c'est en honneur de cet invisible que Max Ernst a peuplé de volantes créatures ces forêts. Fleurs sans joie, nos mains voudraient ressusciter au seuil d'une autre vie, car les voilà hantées du secret d'une création, si simple mais si impérieuse,
qu'elle cherche à caresser ce rêve, ce cheval qui galope sur les nuages. Max Ernst, sous le titre Histoire naturelle, nous a présenté les terribles merveilles d'un univers dont notre semelle ne peut essayer d'écraser les secrets plus grands que nous. Toute flore, toute faune se métamorphose, le rideau du sommeil tombé sur l'ennui du vieux monde se relève pour des surprises d'astres, de sable, et nous regardons venger enfin des minutes lentes, des cœurs tièdes et des cerveaux raisonnables. Univers imprévu, quels océans ont pu jusqu'à ses bords mener le peintre, navigateur du silence? À cette question, Max Ernst répond par le nom trouvé pour l'un des plus surprenants de ses tableaux, la révolution, la nuit. Les cadres des tableaux de Max Ernst ne sont que de simples portes. Ainsi craquent nos vieux remparts, l'ombre du mystère, à elle seule, disjoint les plus lourdes pierres. Visage perceur de murailles, explique le poète Paul Éluard. Et de la planète minuscule, nous parlons pour le pays sans limite. Le sphinx ne se nourrit pas des mêmes pommes de terre que nos porcs. Et Max Ernst a raison, qui annonce l'histoire du rêve, du miracle, comme une histoire naturelle. Courrier, envoyé des Mirabaou, avance, et puis du domaine de la Conque, où il est venu à 3 reprises pour soigner ses poumons malades. On dîne tôt et vite dans les petits hôtels de montagne. Ce soir, j'étais seul à table, seul dans la salle à manger. Et me voici seul dans ma chambre. Ici, on ne fait qu'attendre. Mauvaise disposition de l'esprit. Cette aventure de mon corps, je l'ai si fort et si longtemps appréhendée que j'ai souvent douté qu'elle pût être vécue. Je comptabilise l'augmentation régulière de mes souffrances. Parfois, je maudis ce monde qui m'a fait naître. Je suis du boudin, fait avec du sang de mauvaise qualité, et les montagnes, genre faux gréco qui m'entourent, sont diantrement plus fortes que moi. L'amour terrestre est un cadeau qui ne m'est plus destiné, la jeunesse un paradis dont le deuil est douloureux. Il me semble que ça me serait égal d'avoir une toute petite vie très médiocre pourvu que je ne sois plus torturé dans ma chair jour et nuit. Parfois j'ai honte de ma poitrine couleur de poulet anémique. J'ai l'impression d'avoir des hippocampes et des fleurs de lotus qui s'impriment sur mon thorax. Assez. Mon cynisme est une mauvaise couverture. Mais comment ici se protéger du froid ? Je mijote mes ragoûts d'âme. Je m'inquiète de la soudaine faiblesse de mes jambes. Réveil nauséeux, goût à rien, journée boiteuse, cervelle de plâtre, heure creuse et tracassière. Une rose de Vence achève de se faner dans mon verre à dents. Sur le plancher, une valise entr'ouverte. Oh, vivre une philosophie de station thermale, une métaphysique de Riviera. Oh, pêle-mêle s'y entassent des livres, des tricots, du linge, des cravates, bien inutilement anglaises les cravates, pour cette solitude choisie. Il n'y a pas de contact humain qui m'ait jamais empêché de me sentir seul. Alors à quoi bon me salir? Fini les joies de la chair. Après une nuit sans sommeil, j'ai décidé de cesser d'être invaincu. La mosaïque des simulacres ne tient plus, assez de rendez-vous ratés avec la postérité.
Un vieux brave homme de la médecine m'y a aidé. Je crois que je suis sauvé. Je ne veux plus être malade. Je vais me raccrocher à la vie. J'ai trop écouté les médiocres qui croient que la bête souffrant du corps, l'angoisse de ce qui est le moins beau de l'âme peuvent quelque chose. Je redresse la tête. J'irai à Paris dans 1 ou 2 semaines. Je sors de cette sale année 1927 comme d'un tombeau. On va terminer par un poème écrit en 1924. Comme je vous le disais, il a écrit peu de poèmes. Il préférait une prose hirsute, provocante, le pamphlet, le journal déguisé avec des intrusions personnelles souvent un petit peu intempestives. Le texte ici est instable, douloureux. Il y a une sorte d'inquiétude, mais il trace sans remords. Il sent que ses jours sont comptés. René Crevel est pressé, toujours pressé. Il a raison, il ne fera pas de vieux os. Elle ne suffit pas, l'éloquence. Mon cœur ce soir se balance et glisse au fil d'une paupière, lampion de misère qui n'éclaire pas ma nuit. Homme noir, mais non d'onyx, homme couleur de dépit qui tubant par le marais des petites haines, tu voudrais, comme une alouette son miroir, un soleil où mourir avec ta peine. Tu cherches, mais trop inquiet pour trouver ton reposoir. Rien ne brille, ni les yeux, ni le fer, ni l'aimant anonyme qui libère de 1000 clous tes douleurs, ou les seins des mouches au vol boiteux, des mouches qui n'ont qu'une aile, qui allument de piètres étoiles de sang. Jongleur, jongleur de paroles, tes mots s'écrasent contre les murs, ton angoisse, encore un ruban frivole, couronne un cerveau qui trop longtemps a joué à pigeon vol. Les lettres du désespoir ce soir sont égales aux lettres des bonheurs d'autrefois. Que dirais-je alors? Que te dirais-je à toi, frère, né à mes pieds, sur un sol où tu ne vis que pour mes pieds? Trottoir que j'ai suivi pour son mensonge de granit, j'ai oublié que là-bas était la mer, et j'ai fui l'eau miroir d'étoiles pour chanter une main dans une autre main. Fleuve vert, enfance douce, pitié pour l'homme qui passe, l'homme qui mord sa lèvre dans ses lèvres, car il a peur d'oublier le goût de bouche. Timonier brun sous la toile bleue, la peau couleur de cheveux. Oh là, beau voyageur, tu allais vers la mer, maintenant tu marches. Tu marches sur les flots, et moi qui cherche au ciel un trou, un hublot, je suis le noyé des terres. Dis qu'il n'est pas trop tard. Ô mon orgueil, pour jouer au phare et sur le matelas des herbes tendres, tombe en triangle de métal. Mon cœur aura beau hurler son mal. Mon cœur, j'en ferai des lanières que je saurai teindre ou tordre en chiffres plus définitifs que les œufs dans leurs coquilles et les momies dans leurs robes d'or. Et toi, mon corps, maudit les sens comme un malade ses béquilles. Maintenant, on va faire une petite balade sur les invités. Oui, Madeleine, vous nous présentez quelques invités qui sont au mur, et Frédéric Lamasse de m'avoir épaulé à la technique pendant tout ce safari.
Voilà, on est ici tout à fait dans l'univers surréaliste de Revel. Il y a ici présent Max Ernst, là-bas. L'histoire naturelle, là-bas. Il y a Bronner, le vestiaire de Bronner, il y a Wilfred Holland, et il y a tous Man Ray. Man Ray, qui est aussi un ami. Avec la présence de Paris, le Pont-Neuf, la rue Férou. Le Pont-Neuf, la rue Férou, la danse, la promenade, et surtout les fameuses les amoureux à l'heure de l'observatoire. Il y a aussi la présence de Richter qui fut un dada, qui lui ensuite a réalisé ses œuvres, et puis Dorothée Attali, qui ne faisait pas partie du mouvement à l'époque, enfin qui faisait partie du mouvement, mais qui ne faisait pas partie. La seule présence féminine, voilà. La compagne de Max Ernst. Et surtout, dans l'entrée, Georges Rigaud de Seine, qui est le grand artisan de Dada, bien qu'il soit très peu connu. C'est quand même Rigaud de Seine, qui est la partie, enfin, qui pour la galerie est très important, et qui est très important aussi pour le mouvement Dada. Oui, avec Picabia et puis Marcel Duchamp, mais lui a été très en retrait, toujours dans l'ombre et très secret. Mais c'est bien qu'il soit là pour nous introduire à cet univers. Donc je vous invite à regarder les œuvres. Et là, Carmeil, une présence insolite, où vous voyez Carmeil, qui n'a rien à voir, mais ça m'a fait plaisir parce qu'il y a le marteau, il y a cette volonté il y a la fossile, le marteau, il y a cette volonté de Crevel, toute sa vie, sa grande volonté était de réunir. C'est l'écartèlement entre surréalisme et communisme. Ben oui, mais c'est la période. C'est la grande utopie. Ouais. Et j'ai trouvé cette présence assez vivifiante. Très bien. Je vous invite à regarder. En tout cas.